L'orateur suivant, c'est-à-dire à François, et merci bravo. François Beckmer qui va nous amener chez les nouveau-nés. Depuis les nouveau-nés jusqu'à l'adolescent, la pratique de la thoracoscopie aidée par les systèmes robotisés. Ça va? Ouais, on est bien au début. Non, mais je lance d'abord en fait. C'est lui qui lance en fait. C'est bien d'avoir des orateurs qui reviennent toutes les semaines. Merci. Parce que François Beckmer était présent la semaine dernière pour la séance liée au risque médico-légal des actes opératoires. Alors, c'est le hasard. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis très, très heureux et je remercie beaucoup Jacques et toute son équipe, j'allais dire sa famille, de nous avoir accueillis, nous, chirurgiens pédiatres. Je dois dire, il n'y a pas que l'équipe de Strasbourg, il y a l'ensemble des Français, des chirurgiens pédiatres français, mais aussi européens, mais aussi bien ailleurs. Ça nous a agrégés comme nous n'avons été agrégés à aucun autre endroit dans le monde. C'est simple. Et si on a pu faire des progrès, c'est vraiment, c'est ça. Non, mais je ne le dis pas pour faire plaisir, je le dis parce que c'est une réalité. C'est un endroit où on discute, où on échange, où on progresse, et je vous assure que c'est vraiment génial. Alors, d'autre part, j'ai la chance, par ailleurs, d'avoir ici devant nous Philippe Pontupet, qui est, on peut dire, le ou l'un des principaux pionniers de la chirurgie cœlioscopique pédiatrique. C'est un type génial, il opère magnifiquement bien. Il fallait le voir à l'IRCAD en 95 ou 96, faire une néphrectomie par rétropéritonéoscopie en 10 minutes, un quart d'heure chez un lapin. Je vous assure, tentez le coup, vous n'y arriverez pas forcément. Voilà. Bon, bref. Alors, là, pour faire la thoracoscopie du nouveau-né, chez le nouveau-né, chez le nourrisson, et plus tard peut-être, il faut, disait Gordon McKinley d'Édimbourg, il faut apprendre à travailler dans une boîte d'allumettes. C'est très difficile, c'est très exigeant, mais ça vaut le coup, parce que l'objectif, c'est d'être moins délétère, non seulement sur le plan pariétal et fonctionnel, mais chez les patients les plus fragiles, et d'utiliser quelque chose comme la microchirurgie. Alors là, je vois mon luthier qui me dit, voilà, pour réparer mon violon, il va falloir ouvrir ce violon. C'est désastreux, c'est un petit peu ce qu'on faisait chez les nouveau-nés, et ça avait un effet délétère tout à fait potentiellement dramatique. Alors, il dit, mais il faut que tu apprennes, la celliochirurgie, c'est pas très compliqué, ce sont des gens très habiles. Effectivement, changement d'âme des premiers coups d'une manière parfaite, et surtout, pour nous, la leçon est là, c'est l'utilisation de cet instrument que vous voyez, qui est merveilleux, la pointe aux âmes, 16e siècle, et ceci nous permet de dire, nous, chirurgiens pédiatres, que nous devons de temps en temps savoir nous affranchir de tous ces instruments extraordinaires qu'on voit passer dans vos mains, chirurgiens adultes. On ne peut pas y avoir accès. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop gros ou parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Ou trop chers quand ils sont miniaturisés, ou pas aussi efficaces que lorsqu'ils étaient de l'ordre de 5 ou 10 mm de diamètre. Voilà, pas de conflit d'intérêts. La principale difficulté, c'est de travailler dans un espace petit et contraint. Alors, comment élargir dans ces conditions l'espace chirurgical? On n'a pas accès aux intubations double voie qui permettent de condamner la ventilation sur une voie. L'utilisation d'un bloqueur, quand on a un pneumologue endoscopiste, comme on en a un chez nous, tout à fait extraordinaire, c'est génial, parce que ça permet, avec un petit ballon, de bloquer non seulement la bronche souche, mais d'aller beaucoup plus loin dans l'arborisation bronchique pour bloquer exactement le secteur que nous allons opérer. Et bien sûr, l'insufflation, mais vous verrez, l'insufflation a aussi connu pas mal de discussions. Alors, l'utilisation du bloqueur, ça sert à ça. Vous voyez, on est à gauche pour une malformation kystique du poumon. Ça gonfle comme une montgolfière. Il faut absolument l'effondrer et, au préalable, bloquer le flux de gaz anesthésiant sur ce secteur. À partir de là, on fait de la place, on peut commencer à opérer. Le bloqueur, ça peut aussi avoir un intérêt d'évitement de l'essaimage. L'essaimage parasitaire, comme dans ce kystidatique du poumon, mais aussi l'essaimage ici, par exemple, aussi, de l'agent parasiticide, c'est du sérum salé hypertonique. Autrement dit, le patient risque la noyade à l'eau salée, en eau de mer, et s'il n'y a pas un bloqueur qui vient très précisément bloquer les potentielles fissures bronchopleurales. L'insufflation, il y a une dizaine d'années, insuffler un nouveau-né dans un thorax, ça a failli être le stop de cette chirurgie.
Ça a été remis en cause par beaucoup de monde. On a dit c'est très dangereux. Et effectivement, on a failli même déclencher un moratoire. Je me souviens, nos anesthésistes étaient particulièrement fébriles. En réalité, si on insuffle à très basse pression, 4 mm de mercure, on ne monte jamais, même jusqu'à l'adolescent, et à bas débit, avec un contrôle de la microvascularisation cérébrale par le MIRS, on dispose maintenant pour tous les bébés de ce dispositif. Honnêtement, on s'aperçoit qu'on n'est pas dangereux. Mais dans ces conditions-là. Alors, quelles sont les indications de la thoracoscopie chez l'enfant? Alors, la chirurgie reine, entre guillemets, pour la chirurgie pédiatre viscéraliste, c'est l'atrésie de l'œsophage. Il y a une dizaine d'années, Jean-Martin Laberge, qu'on connaît bien tous les deux sur Montréal, avait dit, bon, avec toute la littérature que je vois défiler sur la thoracoscopie et l'atrésie de l'œsophage, j'ai l'impression que la thoracotomie est démodée. Pas du tout. On en parle beaucoup. Et en réalité, entre 2010 et 2015, 2011 et 2015, en France, seulement 11% des atrésies de l'œsophage étaient opérées par thoracoscopie. On se méfie un petit peu. Cette impression d'emballement médiatique. Et pour nous, à Strasbourg, probablement parce qu'on est justement très, très motivés, on a 2010-2020, on est à 50%, c'est pas mal, hein, de thoracoscopie pour l'atrésie de l'œsophage. Mais pourtant, il faut y aller. Il faut absolument développer ça. Pourquoi? Ben ça, Guillaume Potvin à Angers, avec ce travail multicentrique, on a tous participé à ce truc-là, nous a bien démontré que faire une thoracotomie chez un nouveau-né, c'était parfaitement délétère. Il y a des synostoses costales, il y a des scolioses, il y a des problèmes fonctionnels. Bref, il faut absolument passer, il faut changer de braquet, comme on dit. Alors, et la mortalité, la mortalité, maintenant, il y a 80 ans, d'accord, c'était un vrai problème, mais il y a eu des progrès de la réanimation, de la nutrition parentérale, de la chirurgie, etc. Donc désormais, on doit y aller, on doit tenter de diminuer les séquelles, améliorer la qualité de vie des nouveau-nés opérés, qui nous retrouvent quand ils ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, et je peux vous dire, on en voit beaucoup. Voilà ici l'aspect que ça arrive, l'atrésie de l'œsophage opérée par thoracoscopie à droite, là, ici en bas, à droite, vous avez la tête de l'enfant, donc la crosse de la zygote. On est en train de chercher la fistule trachéo-œsophagienne, donc le segment inférieur de l'œsophage. On va l'isoler, lier, puis on va repérer le cul-de-sac supérieur de l'œsophage et les anastomoser. Au fond, ce n'est pas bien compliqué, c'est de la microchirurgie, mais en gros, et ça, le gros avantage, avec des instruments qui sont pas trop mal, en 3 mm, on pourrait diminuer un tout petit peu, mais bon. La duplication œsophagienne, c'est un geste, on est toujours sur l'œsophage, un geste assez rare, c'est très beau. On a une anatomie du médiastin supérieur qui est magnifique, avec ici le nerf phrénique, la veine cave supérieure, la crosse de la zygote. Ce n'est pas une chirurgie bien compliquée. Alors vraiment, qu'est-ce qu'on est mieux par thoracoscopie que par thoracotomie? On n'y voit rien. Tout à fait au sommet du thorax. Et puis on peut passer, quand on devient familier avec cette chirurgie de l'œsophage, on peut passer à des choses beaucoup plus rares, bien sûr, mais accidentelles. C'est rare. Donc, par exemple, ici, cette perforation de l'œsophage par une pièce de monnaie. Et là, on cumule l'ampienne, la médiastinite, enfin, on ne va pas très bien, hein, et puis une perforation œsophagienne qu'il va falloir retrouver, identifier et traiter. C'est très simple. Avec 3 petits accès, on arrive à réparer cette situation-là, qui est dramatique a priori, dans des conditions remarquables. Et on n'a rien dégradé. On n'a pas ajouté à cette situation déjà sévère quelque chose d'encore plus grave. Alors là, je dois dire que c'est Olivier Reinberg qui nous a beaucoup aidé, je pense que Philippe pourra en témoigner tout à l'heure, pour passer dans le médiastin postérieur, mais par voie de la célioscopie. Alors bon, ça, on ne le fait pas beaucoup, hein, ça ne fait pas partie des techniques qu'on utilise fréquemment. Le diaphragme, on a beaucoup travaillé sur le diaphragme, à Strasbourg particulièrement, et on a eu la chance d'avoir à disposition, je dirais, des enfants qui étaient accessibles pour nous, pour la chirurgie thoracoscopique, parce qu'ils étaient non nouveau-nés au départ. 10% en effet des hernies diaphragmatiques sont à révélation tardive, moyenne d'âge 9 mois, et alors que la laparoscopie semblait avoir le vent en poupe avec le papier de Klaas Bach et David van der Zee à Utrecht dès 1995, en 2001, avec d'ailleurs un collaborateur de l'IRCAD, Jamalis, travaillait à l'IRCAD, c'est grâce à lui qu'on a pu monter ce papier. Eh bien, la thoracoscopie, c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, la preuve, voilà ici cet enfant de 5 ans, le grand-père est tuberculeux, on a screené tout le monde avec une radio de thorax, toute la famille y est passée, puis là, découverte fortuite d'une hernie diaphragmatique à révélation tardive. On a pu mettre en place un protocole opératoire, on a pu décider d'un protocole opératoire très précis. Ça a été quand même une phase d'invention, de découverte et d'invention, il faut bien le dire, mais aussi beaucoup de réflexion en amont. Alors, comment faire? On va réduire d'abord le grêle, puis le côlon, puis on va suturer. Et comment on va suturer ce diaphragme bord à bord? Bon, le problème du patch ou
du patch diaphragmatique de la prothèse se pose très très peu, c'est moins de 5 à 7% des formes à révélation tardive. Donc on n'avait pas ce problème, c'est assez facile à faire. Et après, on pensait transposer tout ça chez le nouveau-né. Alors là, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on se retrouve avec des obstacles considérables. Ce sont des enfants qui sont en défaillance cardiaque, ils ont une hypertension artérielle pulmonaire sévérissime, ils ont une hypoplasie pulmonaire telle que souvent ils sont ventilés en ventilation haute fréquence ou par ECMO. Autrement dit, vous les retournez un tout petit peu, vous prenez ce nouveau-né qui est en décubitus dorsal, vous tentez de le mettre en décubitus latéral, il meurt. Ou il fait un arrêt cardiaque. Donc c'est catastrophique. Donc, il a fallu évidemment beaucoup de réflexion avec les réanimateurs, etc., pour dire, ben voilà, pour un certain nombre de ces enfants, ça va être un plus, pour les autres, non. Pour l'instant, non. Pourquoi pas, dans quelques années, on pourra proposer cette chirurgie à beaucoup plus d'enfants. Actuellement, on est à 15-20% à Strasbourg, on espère 25%, mais on exclut actuellement toute hypoplasie pulmonaire sévère. Ça veut dire en général très grand défect diaphragmatique, donc ça veut dire patch, prothèse, et ça, on ne sait pas mettre une prothèse chez un nouveau-né. C'est vraiment très compliqué. Un enfant d'1,5 kg, je ne sais pas si vous voyez la taille que ça représente, on n'y arrive pas. La taille, ou pas bien, ou c'est trop long. La taille du défect, donc il va avec, le défect diaphragmatique, foie, estomac sont en général ascensionnés dans le thorax. Il y a, comme ici, on découvre par hasard une hernie du péricarde quand on commence la thoracoscopie, on fait demi-tour parce qu'on n'a jamais vu ça, on dit on ne va pas continuer d'insuffler avec cette malformation-là. Et puis tous les fœtus qui ont été traités avec le plug and plug pour permettre une inflation du parenchyme pulmonaire, ces fœtus-là, ils arrivent avec des défects diaphragmatiques considérables. Donc c'est vraiment, là, ce n'est pas la peine de leur proposer pour l'instant. Alors, cette chirurgie. Donc la thoracoscopie pour tous, pour l'instant, non. Sélectionner des patients, oui, malheureusement pour l'instant, mais il faut absolument qu'on progresse, qu'on améliore nos expériences, qu'on procède à la simulation, il faut vraiment qu'on travaille. C'est donc un avantage dans les situations simples. Pour les hernies diaphragmatiques beaucoup plus sévères, c'est évidemment probablement une perte de chance. Alors, les points de discussion sur la récidive. On s'est aperçu que 10% des enfants qu'on opérait récidivaient, alors qu'on suturait bord à bord, on avait l'impression que c'était bien fait. C'est ce qui fait que la Société canadienne de chirurgie pédiatrique, en 2019, a dit nous, on fait un moratoire là-dessus, c'est beaucoup trop, on ne peut pas accepter ça. Ils vont revenir, bien sûr, ils vont revenir dessus. Et 50% de récidive quand on met un patch. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas faire, ça veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore avant de pouvoir proposer réellement cette intervention à tous les nouveau-nés. Les résections pulmonaires, on avance bien. Eh bien, pourquoi on fait des résections pulmonaires? On n'a pas de cancer du poumon, c'est exceptionnel. Ce sont des malformations kystiques du poumon que l'on opère. Et il faut les opérer, on n'a pas trop le temps. On pourrait les opérer à 10-12 ans, c'est très facile, évidemment. Mais oui, ils seraient tous compliqués, notamment sur le plan infectieux. Et ce qui condamnerait la possibilité de thoracoscopie ou risquerait de faire convertir une fois sur trois la thoracoscopie, on l'a démontré. Et donc, on doit opérer à partir de l'âge de 6 mois, parce que c'est un peu plus facile quand même, alors que ça soit franchement un nouveau-né, puis les anesthésistes n'aiment pas ça, et avant 18 mois, pourquoi? Parce que dans cette période, tout petit, il y a une possibilité de développement alvéolaire, ce qui fait que vous faites de la place pour du poumon, et le poumon, il va connaître un développement alvéolaire, donc il va devenir un poumon normal, il ne va pas redevenir ce qu'il est pour nous chez l'adulte. Il gonfle, c'est-à-dire qu'il a un développement emphysémateux, mais il n'y a pas de développement alvéolaire, il ne se renouvelle pas, si vous voulez. Donc, cette chirurgie pulmonaire, elle est considérablement aidée. Je pense qu'on ne peut plus passer à côté maintenant de cette reconstruction 3D. Nous, ça nous a tout changé. C'est vraiment, et là, je dois dire que les heures passées à l'IRCAD, à discuter, on a appris beaucoup, et maintenant, on a appris à plus passer de ce genre d'outils. Alors, là, voilà, juste pour vous donner un exemple, une malformation hybride, c'est-à-dire, en haut à gauche, une malformation kystique du poumon, lobe inférieur gauche, mais il y a une alimentation vasculaire majeure, systémique, par l'aorte, ici, limite aorte thoracique, aorte abdominale, mais c'est encore l'aorte thoracique. Donc on est devant ce qu'on appelle une malformation hybride qu'il va falloir prendre en 2 temps, et ça, avec maintenant toutes les possibilités d'écran mobile, etc., on arrive à faire ça sans aucun problème. On s'oriente vers le bas, on fait la ligature en haut, à droite, de cette artère systémique qui est pas loin de la taille de l'aorte, parfois, il y en a même parfois plusieurs, et puis on se retourne à 180 degrés, il n'y a aucune difficulté avec le développement de nos blocs opératoires maintenant dits intelligents, et on arrive à faire, on est aussi là pour compléter cette intelligence, et on arrive à faire cette lobectomie inférieure gauche tout à fait normalement. Mais cette épargne pariétale
Ce n'est pas le seul but. On n'est pas là que pour faire du cosmétique. D'ailleurs, ça n'est pas du cosmétique. C'est aussi, on a une philosophie d'épargne globale. Et l'épargne tissulaire, pour nous, c'est un maître mot. En chirurgie pédiatrique, c'est essentiel. Vous voyez qu'ici, on fait tout pour sauver ce lobe inférieur. Et on va juste retirer la malformation kystique qui, par bonheur, se clive assez bien du reste du poumon. Et on va suturer les petites fistules bronchopleurales s'il y en a. Il n'y a absolument aucun problème. Et on fait de l'épargne tissulaire. Et ça, on le fait d'autant mieux qu'on est en thoracoscopie. La chirurgie tumorale, à part, bon, alors il faut éliminer les tumeurs qui sont essaimables, hein, je crois que là, il ne faut pas les tenter, mais on a commencé par aller tous ensemble, par les tumeurs neurogènes. Ce n'est pas si simple que ça. Vous voyez ici un exemple d'un gros neuroblastome avec plusieurs racines qui vont dans les trous de conjugaison. Et puis juste en dessous, il y a l'aorte. Donc, il va y avoir une situation de dissection. Mais il faut être méticuleux. Ce n'est pas très compliqué. C'est surtout, voilà, on est aidé énormément par la magnification, par et une installation qu'on a perfectionnée sur le plan de l'ergonomie qui n'a plus aucun rapport avec ce qu'on a connu il y a 30 ans. Très rapidement maintenant, pour terminer, plèvre, péricarde, métastase paroi-thoracique, pour répondre à des questions, pour être complet. L'ampième, c'était la première pathologie qu'on traitait à l'époque, l'ampième pleurale, au tout début de la thoracoscopie. Je pense que c'était ça, tout le monde. Mais on a même été jusqu'à dire bêtement que la thoracoscopie, c'était le traitement de la pleurésie purulente. Bien sûr que non. Ça participe au traitement, ça s'inscrit dans un tableau où on décide qui passe avant quoi, mais de toute façon, bien sûr qu'il y a d'abord le traitement anti-infectieux qui prime. Il faut être très prudent parce qu'on a été un peu brutal au départ avec la plèvre pariétale, on a fait saigner des plèvres, et puis aussi, on a probablement été responsable, au sens large, hein, de fistules bronchopleurales parce que le parenchyme dans ces conditions-là, pulmonaire, est extrêmement fragile. De manière exceptionnelle, on a dû faire des traitements de chylothorax congénital, traités déjà en prénatal, puis traités en postnatal, et personne n'y arrive. Ce sont des fœtus, puis des nouveau-nés qu'on n'arrive pas à traiter. Alors, on est obligé de se résoudre, soit planter le canal thoracique, mais ça, ce n'est pas toujours possible, soit faire une pleurectomie chez un nouveau-né, c'est pas simple. Je termine. Les fenêtres péricardiques, c'est une pathologie, on fait très très rarement ce geste-là. Traiter des pneumothorax, bon, on n'est pas en première place non plus, c'est facile, ça a été parmi les premières interventions qu'on a réalisées. Quant aux métastases, on les biopsie certes, mais on ne les enlève pas. Car qu'est-ce qui nous reste actuellement comme métastases en oncologie pédiatrique? Les métastases d'ostéosarcome, les métastases d'hépatoblastom, il faut palper le poumon, on ne sait pas faire en thoracoscopie pour l'instant, peut-être qu'on y arrivera après. Et enfin, résection par thoracoscopie de tumeur bénigne, c'est encore costal, c'est encore possible par la thoracoscopie. Et on retrouve le shaver de notre collègue ORL de la semaine dernière avec, elle, un micro-shaver. Je vais juste terminer par cette chose-là, parce que j'y tiens beaucoup, j'en parle beaucoup aux patients et aux familles. Je suis un fan de cette fable de La Fontaine, l'ours est l'amateur des jardins. Alors, je vous le dis en 2 mots, un jour que le vieillard c'est l'amateur des jardins qui est devenu très copain avec l'ours, dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une mouche, allant se placer, mit l'ours au désespoir. La peur que son maître se réveille. Il eut beau la chasser, je l'attraperai bien, dit-il, et voici comme, aussitôt dit que fait, le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à un homme en écrasant la mouche. Et bon, alors vous voyez, c'est ça, l'histoire du pavé de l'ours, c'est souvent à quoi on fait penser quand on faisait de la chirurgie un petit peu traditionnelle. Donc pensez-y, et c'est aussi une bonne façon de passer la parole à notre ami neurochirurgien, parce qu'il va falloir tout réparer. Passer la parole. On va te poser quelques questions. D'abord, merci et bravo, parce que finalement, ce n'est pas le martyr de Saint-Sébastien que nous avons fait, c'est le miracle. Alors voilà, c'est ça, on est passé par le martyr pour arriver au miracle. Alors là aussi, c'est une inspiration. Bon, il se trouve qu'on on avait pas mal de points communs dans ce sens-là, mais avec Olivier, on a des contacts réguliers, Olivier Renberg à Lausanne, qui est un passionné notamment d'art roman. On échange beaucoup, et le Saint-Sébastien, il fait sa collection, moi je fais la mienne, voilà, on échange. Une question. Vous êtes convaincu, extraordinaire, parce que le développement de ces techniques, des indications. Rare. C'est ça, c'est ce qui fait la richesse d'un centre comme l'IRCAD. C'est que travailler dans des petits espaces, voilà. ça, on va peut-être poursuivre.